30 previews. En 30 jours. Yes, sir. Direction Philadelphie 76ers. La ville de l'amour fraternel de Brotherly Love. Oui, tout à fait. Et un endroit où a joué Monsieur Joe Jellybean Bryant. Voilà. Le papa d'un certain Kobe. Joueur de basket assez doué. Assez pas dégueu. Et le père, c'était pas mal non plus. Ouais. Après, il a pas eu la carrière du fils, attention. Hein. Mais le père, il va quand même en finale NBA en 77. C'est ça, en 77. Ah bah avant de se faire tabasser par les Blazers, hein, comme on dit. Voilà, ils vont en finale NBA, les mecs. Et avec Julius Erving, Daryl Dawkins, il y a... McGinnis. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a quand même une petite équipe, quoi. Petite équipe qui malheureusement va choke bien comme il faut. Et puis après, il ira jouer en Italie. Bon, ça, c'est autre chose. C'est ça. Mais il n'empêche que quand Kobe il se ramène à Philly, il est un peu à la maison. Bah, il est né là-bas. Il est né là-bas, l'ami Kobe. Donc c'est pour ça qu'on donnait ce petit indice, ce n'était pas culinaire, c'est Joe Jellybean Bryant. Sur ce, nous on va pouvoir évidemment commencer cette preview sur les Sixers. Vous connaissez le classique, ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de ton joueur préféré, même si c'est Joel Embiid. On a fait beaucoup de franchises. Ah, la rentrée est là. On y est, putain de merde. Là, ça commence à tousser sévère. Là, attention. Là, la pré-saison, ça sert plus à rien. Attention. Ah oui, non, là, on en a absolument rien à battre de ce que... Oubliez tout ce que vous avez vu en pré-saison des Sixers. Tout à fait. Voilà. Ou ce qu'on a pu dire cet été. Car on va faire la preview complète. Vous n'avez pas vu Ben Simmons mettre un 3 points? Ah non, absolument pas. Non, on ne parle pas de ça. Et donc, justement, petit coup d'œil dans le... rétroviseur. 51 victoires pour nos amis les Sixers. 3e de l'Est, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 3e de l'Est, une saison mouvementée, déjà pour 2 éléments principaux. Quand tu as Jimmy Butler qui débarque et Tobias Harris par la suite. Ah, ça s'est bougé pendant la saison. Hein. Wow. Notre ami Elton Brand, hein, bah, c'est comme quand il était joueur. Hein. Il a pas les deux mains dans les deux pieds dans le même sabot, les deux mains dans la même poche. Je sais pas, vous y faites comme vous voulez. C'est clair. Il est plutôt actif. Ouais, il a été très actif. D'ailleurs, c'est simple. Disons-le clairement, le 5 majeur des Sixers, il y a un an, il y a Robert Covington et Dario Saric. T'as l'impression que c'est il y a 7 ans le bordel. Ah ouais. Non, clairement. Il y a beaucoup de choses. Il y a Redick aussi. Il y a Gigi Redick qui est là, oui, évidemment, mais Gigi Redick, il a fait la saison. Tout à fait. Quand même. L'année dernière, il y avait Rocco qui venait d'être prolongé, Dario Saric qui faisait partie du process. Tu parles, Jimmy Butler qui débarque. Ça, c'était marquant. Est-ce que ça va marcher entre Embiid et Butler? Dès les débuts, quand on fait le coup d'œil en rétro, évidemment, on est obligé de parler des game winners, des shoots très clutch de Jimmy Butler qui apportent une hype très forte aux Sixers. Bah, tu demandes aux Nets ou à Charlotte aussi. Ouais, c'est ça. Non, clairement, il a apporté de la hype. Il a apporté son caractère aussi, qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs avec Embiid, de ce qu'on a pu en voir. Bien sûr. Non, les Sixers, malgré tous les mouvements qu'il y a eu en termes de joueurs dans leur roster, ils ont fait une régulière assez régulière. Bien sûr, ça allait. Au final. Bah oui, tout à fait, parce qu'avec plus de 50 victoires, bah déjà t'es dans les hauteurs de l'Est. Comme on l'a dit en février, il y a cette arrivée de Tobias Harris qui fait que on a un 5, on se dit waouh, mais attends, les Sixers, est-ce qu'ils ont pas déjà le meilleur 5 de la ligue? Toute l'année, ils ont plutôt bien défendu. Ouais, j'ai trouvé, moi. Ben Simmons passe enfin le cap All-Star. Bon, il était attendu, mais on l'attendait All-Star et là, ça y est, c'est confirmé, pas de problème. Triple-double à balle et défense monstrueuse. Ouais. Joel Embiid, évidemment, quelques matchs de load management, mais sinon, quand il est là. Au pétard. Donc, il a de l'immobilier à Détroit. De l'immobilier à New York, il a de l'immobilier à Los Angeles, il a de l'immobilier dans pas mal de coins en fait l'autre. Qui a joué au Monopoly d'octobre. Après c'est vrai que c'est des immeubles à Détroit, c'est pas un petit appart par-ci par-là. Mais clairement la saison de Joel Embiid, comme tu l'as dit, la hors load management, il a mis des sauces au mec, c'est-à-dire que faut le dire. On a fait là, peu de temps auparavant des previews où il y avait des bons intérieurs à décrire, notamment Nikola Jokic, ok. Joel Embiid, je dis pas, c'est des styles très différents. Juste Joel Embiid, quand il joue et qu'il est en forme et que ça commence à bien glisser dans le match, et c'est arrivé un paquet de fois la saison dernière, il y a cette sensation de domination physique, technique. Je sais pas si c'est chaque corps différent. Non, je dis juste, c'est pas le Shaq. C'est que ce niveau de domination, on l'a pas vu, notamment à ce poste-là, depuis Shaq. Où il y a des trucs où tu te dis. Bon, j'ai rien à faire. Vas-y, donne-lui 15 lancers parce que là, je peux pas tenir. Il met des lancers. Il les met, lui, attention. Et au poste, combien de fois on a vu des mecs qui étaient incapables de faire quoi que ce soit sur lui. Non.
Après, il a eu tendance à énerver parfois parce que c'est vrai que tu le vois, il y a certains matchs, il est là, il prend 5-3 points. Tu fais, attends, Jojo. En même temps, il les met. En même temps, ça attire Non, mais en même temps, ça attire les défenses. Demande à la raquette des Raptors quand il met un moulin avant en playoff. C'est parce que aussi c'est une menace à 3 points. Voilà. Donc, non, tout à fait. sûr. Mais c'est vrai que parfois, si c'est le petit péché mignon de Joël, j'aimerais bien le voir un tout petit peu moins sur les extérieurs de toute façon, et un tout petit peu plus sous les cercles. Mais enfin, on n'a pas à se plaindre. C'est quoi, c'est une saison en 27-12 ou 27-13 Oui, un truc comme ça. Une saison enfin, c'est lourd. Et c'est une saison de calibre MVP. Là, ce que tu mentionnes, ça a été aussi un sujet qu'il a suivi pas mal pendant la saison régulière quand on fait le coup d'un rétro, parce que Brett Brown, que fais-tu? Où vas-tu? Pas faux. Comment ça se passe, justement cette espèce d'adéquation avec cette cohésion avec Jimmy Butler, avec Tobias Harris. Il n'empêche que Philly va envoyer un message tout au long de la saison, c'est on a nos 2 jeunes stars, on veut gagner tout de suite maintenant. Le process, c'est pas quelque chose qui est jusqu'en 2024, c'est jusqu'à là. Donc beaucoup de mouvements, Jonathan Simmons, James Ennis, Mike Scott, beaucoup de mouvements au sein de la régulière. Et même si la mayonnaise va parfois prendre, et on va se dire incroyable de voir ce quintet avec, je crois, 5 joueurs à plus de 15 points, enfin un truc première fois dans l'histoire, et 5 joueurs à plus de 17 points. Très équilibré, ouais. Hyper équilibré. Quand tu te ramènes en playoff, bah ça tient jusqu'à un certain moment. Oh, oui, bon, t'es un peu dur. Hein, là. Je trouve qu'ils ont très bien tenu, moi, je trouve. Non mais là, Alex, tu fais exprès, excuse-moi. Non mais t'as dit ça sur un ton genre ça a craqué oui, quoi. Là t'interprètes, tu me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Là je dis les Sixers, oui ils ont bien joué, mais il y a un moment où ça craque. Et quand ça craque, c'est le Game 7 face aux Raptors. Ouais. Ça a craqué. Ça a craqué, ouais, si on peut dire ça. Ils ont pris un buzzer beater incroyable. Tu peux pas enlever aux Raptors qu'ils ont fait un match. Enfin, il y a ce buzzer beater incroyable. Ouais. Je sais pas si. Enfin, je m'en fous en même temps, mais je trouve pas qu'ils aient tellement craqué. Ils ont pris un buzzer beater incroyable. Ils menaient combien à la maison déjà, Philly? Je sais pas, 12. Non, mais à la maison sur la série. 2-1. Avec un match à jouer à domicile? Ouais. Ils ont craqué. Ok, bon, si tu veux. Non, mais ils auraient dû, vu comment ils assuraient cette série sur les 3 premiers matchs, ils auraient dû continuer sur cette voie-là. Nous-mêmes, les premiers, quand on a commenté ce match 4, on était là en mode, bon, Philly, il faut terminer le travail. Oui, ils ont le match 4, c'est clair que c'est le tournant de la série, enfin l'un des tournants, parce qu'il n'y a pas un tournant dans cette série. C'est clair que c'est un des tournants de cette série. Ils perdent en 7, quoi, contre les Raptors. J'étais assez déçu pour eux, en fait. C'est une équipe que j'avais envie de voir aller plus loin. Non pas que je voulais pas voir les Raptors, mais je trouvais ça intéressant par rapport à ce qu'ils avaient proposé tout au long de la saison, les transferts qu'ils ont fait, le côté genre j'ai assez bien aimé les options que s'est donné Brett Brown en filant la balle à Butler en seconde unit, tu vois, pour créer le jeu derrière Ben Simmons et tout. Enfin, il n'était pas en seconde unit Butler, mais tu vois ce que je veux dire, en deuxième ball handler, il a tout de suite pris Butler. J'ai trouvé ça assez intéressant. On avait un Embiid visiblement pas à 100%, donc avait un peu plus de mal à peser, mais qui a quand même fait des bonnes choses. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'étais frustré pour les Sixers, moi, quand ils ont pris ce shoot de Kawhi, clairement. Je prends un shoot comme ça sur la gueule, malheureusement, c'est ainsi, hein. C'est un shoot historique, mais bon, ils peuvent se regarder aussi un petit peu dans le miroir et se dire, bon, bah en effet, on menait cette série-là. Bon, on parle pas évidemment de la série contre Brooklyn, parce qu'il y a eu un match qui a été perdu, le Game 1, et après ça déroule avec un très bon Ben Simmons, notamment lorsqu'il faut assurer que Joel n'est pas là. Mais sur cette demi, quand tu fais le coup d'un rétro, ouais, il y a ce match gagné 2-1, Joel Embiid qui déploie les ailes, qui commence à faire l'avion parce qu'il fait un moulin à vent dans la raquette des Raptors. Bon, bah le match 4, peut-être qu'ils regarderont en arrière, ils se diront fuck, ou pas, hein, ça se trouve ils vont tout dérouler cette saison, mais peut-être qu'ils regarderont en arrière. 4, même le match 7. Hein. Et le match 7 aussi, évidemment. Ils peuvent le gagner. Hein. Ils peuvent carrément le gagner. Ils peuvent se mettre en situation de ne pas avoir à prendre ce buzzer beater. C'est ça, et après jouer les Bucks, et who knows ce qui aurait pu ça c'est encore une autre histoire. Tout à fait. Mais peut-être c'est les Bucks qui auraient été contents en fait. Peut-être que les Bucks seraient champions aujourd'hui et on ne parlerait pas de Giannis comme on peut le voir parfois sur les réseaux sociaux. Ça c'est sûr et certain. Mais donc les Sixers, bah t'as dépassé la barre des 50 victoires sur la saison régulière. Tu termines difficilement sur ce shoot en effet de Kawhi Leonard qui est tout simplement historique. Joel Embiid qui pleure, qui rentre au vestiaire, et on se demande comment va se passer justement la suite pour Philly, parce que il y a un paquet de décisions à prendre. Hein. C'est clair, et surtout que sur les joueurs qui ont été récupérés pour la saison, la plupart deux importants se pointaient tout à fait au marché des agents libres. Peut-être regarder ce qui s'est passé dans tout ça, n'est-ce pas? Allez. On va regarder tout ce qui s'est passé sur le marché de l'été.
Le grand tableau. Oh, pétard, il y a eu du mouvement. Il y a eu du gros mouvement à Philly quand même. Ah bah là... C'est-à-dire que Jimmy Butler, c'est parti. Ça dégage. Boban, tu dégages. JJ Redick. Ça, c'est dur. McConnell. Ça faisait longtemps. Joe Simmons. Ah non, Joe Simmons, c'était pendant la saison. Jonathan Simmons, ouais. Non, Jonathan Simmons, ils l'ont récupéré pendant la saison et ils l'ont laissé filer pendant l'été. Amir Johnson. Greg Monroe. Donc ça fait quand même... Ils sont pas tous du même niveau d'importance, évidemment, mais enfin, tu as quand même Butler, Redick, qui faisaient vraiment partie de la rotation, plus des Boban, Greg Monroe, qui ont quand même servi un petit peu, plus des McConnell. McConnell, il a quand même eu, en playoff un peu moins, mais en régulière, il a quand même joué. Ah oui, c'était important. Donc c'est quand même des départs importants. Ce qui est intéressant avec Philly, c'est que comme ils nous l'ont montré dans le cours de la saison, de l'autre côté, ils se sont pas démontés. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'ils ont eu des joueurs qui allaient se casser, ils n'ont pas hésité à monter sur des gros trades ou faire péter des gros contrats pour, quoi qu'il arrive, garder un groupe compétitif. Bien sûr. Je pense que tout le monde est assez étonné quand on imagine la phrase « alors Ford Joel Embiid dans la même raquette ». C'était, moi je sais pas toi Alex, mais moi j'avais absolument pas ce scénario en tête. Ah, on l'avait pas vu venir. Avec la rivalité en plus entre Boston et Philly, tu dis quoi? Alors Ford va quitter Boston pour aller à Philly? Il y en a bien qui quittent Boston pour aller à Miami. Ou à Los Angeles, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Qui annoncent qu'ils vont aller chez Enix et qu'ils vont chez les Nets. Voilà. Ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu es à l'arrivée d'Al Ford, on se dit genre, oh pétard. Et le départ de Jimmy Butler, il se fait pas il se fait en plusieurs étapes. C'est avec un sign and trade. Ouais, puis en plusieurs étapes. C'est-à-dire que d'abord, on commence à comprendre que peut-être Houston va être... C'est Houston qui fait un énorme push. En mode, ouais, en sign and trade. Parce que Houston, eux, à cause du contrat de quelqu'un qu'on citera pas, ils étaient un peu coincés. Daryl Morey. Hein. Du coup... Il y a des rumeurs de sign and trade qui commencent à tourner autour de Jimmy Butler. Et là, il y a Miami qui sort de sa boîte. Il y a un truc qui se met en place très rapidement. Et dans cette affaire-là, nos amis de Philadelphie, ils ont récupéré Josh Richardson. Alors ça, c'est beau gosse. Qui sort d'une saison où il a quand même pas mal progressé. Donc c'est quand même intéressant. Le profil de Josh Richardson, il est moins fort que Jimmy Butler. À un moment donné, il faut rester calme. Mais il est quand même avec un profil intéressant. Et dans le même temps, ça fait péter le gros contrat sur Tobias Harris pour le coup. Cette thune n'était pas pour Tobias, tant pis, on va la mettre pour Jimmy, elle est pour Tobias. C'est un peu les sous qu'ils ont mis sur Toto. Ouais. Exactement. Et après, des petits coups d'ajustement, c'est-à-dire du Trey Burke, du Raoul Neto, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Kylo Quinn qui est parti d'Indiana. Et à la draft, Matisse Tibul. Ouais, c'est bien, il a montré en pré-saison. Un swingman, un arrière-ailier, là. Ouais. Athlétique, défensif, capable de mettre quand même quelques tirs aussi. Qui est en train d'impressionner pas mal de monde. Un bon 3&D, ça, hein. Clairement, qui a impressionné pas mal de monde là sur la pré-saison notamment et sur le camp d'entraînement des Sixers. On le rappelle, évidemment, la pré-saison, difficile de faire des conclusions hâtives là-dessus, mais il n'empêche que beaucoup de monde dans le staff de Philly considère que Tibul pourra être hyper intéressant sur la suite. Et puis au niveau des prolongations, il y a eu Ben du monde. Simmons aussi. Évidemment, on venait de parler de Tobias Harris, Ben Simmons, tu rempiles. Voilà, Mike Scott. Qui a rempli aussi. Il faut toujours avoir un génie dans le vestiaire. C'est ça, qui a rempli aussi très important. Quelques fans des Eagles aussi, si j'ai bien compris. Ouais. Et puis il n'est pas impossible qu'il fasse une petite visite de tribunal ou de je sais pas quoi, lui un de ces quatre, vu comment. Mike Scott. Ouais, c'est pas le genre. Et puis James Ennis aussi, je crois, non? Ça c'était bien, ouais. James Ennis qui avait fait le taf aussi en playoff. Il a fait quelques gros matchs contre Toronto. Moi je l'ai trouvé intéressant en tout cas. Clair. Donc Philly, le tableau est hyper dense. Parce que tu as ces joueurs-là, on se posait des questions. Tobias Harris, Jimmy Butler qui va rester. On avait fait des vidéos, on avait débattu avec vous. On se demandait est-ce que Philly va pouvoir garder les deux? Qui part? Quand Jimmy Butler part, sur quel bouton appuyer? C'est assez fort quand même de la part des Sixers de se ramener là à la rentrée NBA, de se dire bon, on était déjà des contenders. Je pense qu'on pouvait l'affirmer. Là, putain, ils le sont encore plus? Peut-être. Il y a encore des interrogations. Hein. Oui, bien sûr, mais sur le papier. Peut-être. Il y a des gens qui se posent la question est-ce qu'on a par exemple un des 5 meilleurs, un des meilleurs 5 de toute la NBA, tu vois? Enfin, je veux dire, après, un des meilleurs 5, oui, je pense. Ouais. Après, il faudra voir qui Brett Brown va nous foutre dans le 5.
Toi, t'as envie qu'on parle de ça. Bon, je sais pas, après, si tu veux, on peut continuer. Non, mais c'est vrai que sur le marché de l'été, on est bon. Mais là, on a fait un gros tour. Non, c'est juste le Solong, JJ Redick et TJ McConnell. Ils ont été vraiment importants dans ce passage des années dures du process aux belles années. Je trouve que JJ Redick est pas forcément hyper bien remplacé dans sa qualité de shoot. Par contre, je trouve que numériquement et en termes de qualité athlétique, il y a des joueurs qui vont pouvoir grave faire le taf. Et je pense par contre que TJ McConnell, entre Raoul Neto et Trey Burke, ça va haut. Non, moi je parlais au niveau identitaire en fait, plus que dans le jeu. Ah, c'est-à-dire que Redick, c'est lui qui est là quand Philly retourne vraiment en play-off. Non, je suis d'accord. Les connexions Embiid de Redick derrière les écrans. Mais ils vont s'en créer une autre d'identité. Hein. C'est ça. Franchement. Est-ce qu'il y aura un autre TJ McConnell qui débarquera? On verra. Voilà. Il faudra trouver une mascotte à Philly, comme on dit. Et donc oui, toi, t'avais l'air chaud pour parler un petit peu de Brett Brown et tout le boulot qu'il a à faire. Il y a un petit peu de réflexion à avoir autour de comment tu organises tes rotations. Ouais. Je suis bien d'accord, et ben on va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. « 5 majeur, un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Peut-être un 5 avec que des joueurs de 2m13. Un jour, ça va arriver. En tout cas, Philly en prend gentiment là. 2m13, ça dépend qui les mesure. Toujours pareil ça. Ah bah ça, les tailles, vous pourrez en retrouver évidemment sur Google. JJ Barré, 1m95. Le 5 majeur de Philly, il y a des verrous, évidemment. Ah bah là, il y a... On est 5 ? Moi j'ai 5 verrous là. On est 5 verrous ? Ouais, je pense. Franchement, je pense que c'est 5 verrous moi. À la main. Ben Simmons. À l'arrière. Joshua Richardson. À l'ailier. Tobias Harris. À l'ailier fort. Alors Ford. Et au pivot. Et Joel Embiid. Ouais, je pense que ça va être ça le 5 majeur. Il s'agit du 5 où on met toutes les cartes sur la table, les meilleures. Maintenant, on le sait, Brett Brown aura des options et il y aura des soirs où il va pouvoir interchanger. Alors Ford notamment, quand il a été signé par les Sixers, le script qu'il a accompagné, c'était aussi quand Joel Embiid est blessé ou n'est pas là, on met alors Ford en pivot. Évidemment. Donc tu dégales Tobias en 4. C'est mieux que Kylo Quinn. Hein. Ça peut changer un peu la donne, tout à fait. Et donc tu peux décaler Tobias en 4. Tu peux aussi avoir des réflexions en cours de saison autour de Josh Richardson en fonction de comment il s'exprime et tout. Est-ce que tu peux aussi lui filer la gonfle en seconde unit? Parce que là, le truc, c'est que Josh Richardson, quand même, à Miami, nous a prouvé qu'il fait pas que ça, mais il aime bien quand même avoir la gonfle un petit peu. Oui, un petit peu. Il est capable. Donc, mais là, quand même, entre Ben Simmons, Tobias Harris et Joel Embiid, t'as quand même des mecs qui aiment bien aussi que la gonfle passe par eux. Donc Josh Richardson, dans cette configuration de 5 majeurs, va quand même obligatoirement devoir un peu réviser ses ambitions de usage rate et jouer du catch and shoot et faire des déplacements intelligents et défendre le plomb, on est d'accord. Ouais, d'accord. Registre dans lequel des Zhaire Smith, des Matisse Thybulle, des Furkan Korkmaz ou je ne sais qui peuvent éventuellement être bons aussi. Tout à fait. Donc du coup, je pense que James Brown, n'importe quoi. Brett Brown. James Brown. Hey ouais, bref. Je pense que James Brown aura des options sur le Il va avoir un vrai choix à faire parce que sur la main, tu vois, si tu veux, Raoul Neto et Trey Burke, je les aime bien. Enfin, d'ici là, qu'ils puissent concurrencer Ben Simmons c'est sûr. sur le poste de meneur, je pense qu'il y a moyen qu'il se passe 15 ans, tu vois. Bien sûr. D'ailleurs, il y a le drop est assez important entre le meneur titulaire et le On est deuxième. d'accord. Parce que Trey Burke, en plus, c'est un meneur. Moi, je suis haltérophiliste. Haltérophile. Ouais, c'est pas un meneur, c'est un scoreur. Enfin, c'est un croqueur. C'est un combo. Mais il est capable de foutre des shoots. Mais c'est ça. C'est une option qui va être intéressante. Mais ça change par rapport à McConnell. Philly. Exactement. C'est-à-dire que Trey Burke, quand il va rentrer, si Brett Brown n'est pas con, faut qu'il se fasse en sorte qu'il ait la balle. C'est ça. Et vas-y, mon grand. Mets tes 12 points là, ou tes 14 points, ou je ne sais combien si tu prends feu. Et Raoul Neto, qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer à Utah, je sais pas pour Philly. Après, ça se trouve, il va tous nous étonner, mais bon. Compliqué. Moi, je vois bien Brett Brown aussi de temps en temps, il sort Ben Simmons, en fait, il fait rentrer Zhaire Smith ou Matisse Thybulle et avec Josh Richardson, il se débrouille. Ouais, t'es d'accord, non? Ouais, surtout qu'il y a beaucoup aussi de systèmes. Et Tobias peut avoir la balle un peu. Tout à fait. Puis il y aura des systèmes où on a vu aussi à Ford comme à Boston où il a la balle et en fait, il y a des gens qui courent derrière les écrans. Et Joel Embiid, il sait faire des passes aussi. Hein. Bien sûr. Donc tu peux aussi développer un truc un peu collectif de mouvement de balle avec cette attaque. D'ailleurs, il va falloir. Parce que autant, franchement, je pense que au niveau défensif, ce 5 majeur peut vraiment faire flipper du monde. Franchement, il est relou ce 5 majeur, défensivement parlant. On est d'accord? C'est d'une violence. Ah, c'est relou. Ça switch tout, là, quasiment. Tout. À part Joel, qui peut peut-être galérer sur des petits arrières un peu rapides, quoi. Mais sinon, ça switch tout. Et Josh Richardson, en effet, il va pas tenir sur Whiteside, mais sinon, ça switch partout. Ouais, voilà.
Ça switch tout, quoi. Tout le monde peut tenir tout le monde. C'est ça. Donc ça peut vraiment être cette équipe de Philly qui nous a déjà montré, en tout cas les deux leaders, Ben Simmons et Joel Embiid, nous ont déjà montré qu'ils avaient un certain goût pour la défense. Et ça court. Hein. Ah ben ça galope. Parce que si tu te défends bien et qu'après il faut faire des contre-attaques... Simmons, Tobias Harris, J-Rich et même Joel. Hein. Mais ça court. C'est Horford le traînard là-dedans, on va dire. Et encore ça va. Parce que lui, il peut remonter même la balle. Mais je veux dire, il est un peu moins véloce, il a 34 piges. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, voilà. Mais en tout cas, il peut clairement monter la balle, il l'a montré à Boston, il prend la décision et après il lèche une balle dans un corner. Et là où je voulais en venir, c'est plus à l'organisation offensive sur demi-terrain. T'as des options, hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Donc t'as option balle à Joel au poste. T'as option balle à Horford au poste. Mais tu n'as pas... Oh, il sait faire. Hein. Ça dépend de l'adversaire en fait. Ouais, son option numéro 1, ça va être clairement de pop sur n'importe quel écran à Horford. Ah bah bien sûr. Mais donc, en termes de shooting, bon ok, on a vu Ben Simmons, c'est devenu un tireur d'élite là pendant l'été. Il y a un shoot qui est rentré. Ouais, mais sinon, Josh Richardson, c'est pas une assurance touriste qu'il est capable d'en mettre. Non, ça rentre. Ça rentre, mais... Tobias, c'est une assurance. Tobias, c'est le meilleur, je pense, en fait. Avec Korkmaz. Oui, avec Korkmaz. Dans les titulaires, tu veux dire ? Mais même dans l'effectif global, t'as raison. Après, Tobias... Hein ? Ouais, Tobias est bien. Korkmaz, chez shooté. Horford va en mettre, mais c'est pas une gâchette, quoi. Horford ? Ah bon ? Quand même, il shoot bien, mais... Je vois ce que tu veux dire. Je trouve que si je fais un peu mon avocat du diable et que je dois me mettre en recherche un peu de choses qui peuvent donner des idées au coach adverse, c'est le spacing. C'est-à-dire que là, je pense que l'absence d'un JJ Redick peut se faire sentir. Je vois ce que tu veux dire. Contre les équipes qui défendent bien, quand va falloir bien espacer le terrain, je suis curieux de voir comment Brett Brown va nous organiser tout ça. Oui. Est-ce qu'il va décider, je sais pas, le soir où J-Rich ça rentre pas là, est-ce qu'il fait vraiment jouer Korkmaz parce qu'il va avoir un meilleur shooter? Ouais, tout à fait. Ou est-ce que des Zaire Smith et des Matisse Thybulle peuvent se révéler être des shooters plus fiables que Josh Richardson? Faut voir. Bien sûr. De toute façon, il va falloir que les Sixers se réinventent. Je veux dire, là, c'est la saison de Brett Brown. Il va falloir qu'il nous montre offensivement qu'il peut mettre en place des choses nouvelles. Parce que ça fait 3 ans qu'on se marre et qu'on aime bien, c'est un peu notre Madeleine. On voit JJ Redick courir derrière les écrans de Joel Embiid et ça crée des décalages phénoménaux. Ouais. Il n'y a plus ça. Je pense qu'ils vont essayer certaines fois, mais on le voit déjà sur les quelques premiers matchs qui ont été joués. Il faut un nouveau système d'attaque. Il faut pouvoir abuser justement de ce qu'apporte Al Horford en termes de polyvalence offensive. Il y a déjà eu des séquences avec Josh Richardson, balle en main, et Al Horford pour lui poser un écran. Donc du coup, ça crée des décalages de port. Mais comme tu le dis, Brett Brown, là, il va devoir nous montrer aussi comment il s'ajuste rapidement. Parce que Korkmaz, là, t'en parlais, dans la hiérarchie du banc, c'est qui sort en premier ? On avait l'habitude d'avoir vraiment du McConnell qui rentrait avec les boys à l'intérieur, mais là, on a du Mike Scott qui rentre direct. Oh non. Pourquoi ? Je sais pas, je pose la question. Comment est-ce que tu organises les sorties en sortie de banc ? D'accord. Non, donc qui sort du banc en premier ? Ça rentre d'abord dans les postes externes. James Ennis ? Ouais, ou Korkmaz, ou Thybulle, ou Zaire Smith, ou celui qui veut en fonction du match. Pourquoi pas même Trey Burke. Et ça décale. Genre, mettons, tu veux sortir Horford en premier. Moi, ça me dérange pas que Tobias passe tout de suite en 4 et qu'il fasse rentrer un Thybulle, un Thybulle, un Smith, un Korkmaz qui va se démerder en 2-3 avec Josh Richardson, tu vois, par exemple. Ça me dérange pas du tout. Mike Scott, je sais pas. Je pense qu'il n'a pas été prolongé pour... C'est vrai qu'il peut rentrer des tirs, mais je sais pas, il me séduit pas toujours. Il me fait marrer, il peut rentrer des tirs, mais il fait aussi beaucoup d'erreurs. Enfin, je sais pas, je suis pas persuadé qu'il faille en faire forcément ta première rotation dans une équipe comme celle-là. Tout à fait, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'ils vont essayer de voir justement comment se développe Zaire Smith, qui n'a pas eu forcément des débuts hyper faciles? Est-ce que c'est Trey Burke qui rentre vite? Est-ce que Trey Burke rentre vite? Mais alors pour mettre un petit coup de punch au scoring? Alors à ce moment, entre les choix de shoot de Trey Burke et ceux de Mike Scott, j'ai ma préférence à titre personnel. Là, tout dépend de l'adversaire aussi. Ouais, enfin Trey Burke en tout cas, waouh. Ah bah ça c'est clair. Mais tout dépend de l'adversaire. Si t'es dans un match où t'as du mal à scorer, peut-être ça vaut le coup de tenter le coup Trey Burke. Ouais. Tu y vas et puis voilà. Est-ce qu'on est sur un banc qui est globalement ce delta entre le 5 majeur et le banc est trop?
important. Oui, bah il est important, mais en même temps, t'as un 5 majeur d'une qualité telle aussi que. Tu peux te permettre d'avoir toujours un All-Star. Enfin, je veux dire, forcément, il y a un gros décalage quand t'as un 5 majeur comme ça avec 2 All-Stars qui ont même pas 25 piges. Enfin, si, peut-être Joel, il a 25 piges, peut-être. À peine. Ouais, à peine, quoi. Plus un Jay Rich qui a quand même bien progressé la saison dernière, plus un Tobias Harris qui était à un poil de cul d'être All-Star, plus alors Ford qui a déjà été All-Star, qui possède une expérience genre de malade. Forcément, il y a un décalage avec la qualité du banc. Non, moi, sûr. je te dis, c'est plus mon... Comment dire ? Scepticisme, c'est un grand mot, hein. Je suis plutôt optimiste pour les Sixers, je l'étais déjà l'année dernière, donc je ne vais pas l'être moins cette année. C'est plus, si je devais trouver des petits défauts, c'est plus dans la globalité de cette rotation. Je trouve que par rapport à la NBA moderne actuelle, c'est pas ouf au shoot. Ah ouais. Je trouve. Tiens, c'est marrant. Après, ils vont peut-être me faire mentir. Ouais, je suis... Et peut-être qu'ils vont avoir un style de jeu aussi qui va faire que c'est pas grave. C'est ça, en fait. Non, mais tu vois, voilà. Ça, je veux bien l'entendre. Ils ont même pas encore joué un match de série régulière que la densité physique me fait tellement mal au cul. En fait, genre, là, quand je les vois, eux, les 5 arriver, genre, ce que peuvent provoquer athlétiquement et physiquement des mecs comme Ben Simmons, Joel Embiid, Josh Richardson, Tobias Harris à leur fin. Ils vont faire chier les gens. Oh pétard. Enfin, ils auront évidemment des situations, ils pourront pas juste défendre et galoper en attaque. Comment ils vont faire les soirs où ça rentre pas trop, quoi ? Je demande en fait. C'est qui les sort du bordel ? Bah, il y a Joel Embiid qui est le deuxième meilleur provocateur de lancer franc de la NBA derrière James Harden. L'agressivité. Ben Simmons qui veut passer un cap aussi offensivement, pas juste au shoot, aussi dans la pénétration. Et non, mais Tobias Harris sait scorer. Je suis pas en train de dire que ça score pas. Ils ont des post-up, ils ont des... Je suis pas en train de dire que ça score pas, je suis en train de dire qu'en termes de variété d'options, je trouve que ça manque un peu de qualité de shoot. Tu trouves que ça en a moins que l'équipe de dernière ? Oui, un petit peu moins, oui. Parce que JJ Redick, c'est un tireur d'élite, mec. Là, tu n'as pas de tireur d'élite. Désolé. Il y en a pas un. Mais il y en a un qui peut rentrer dans ce rôle, mais au fur et à mesure, quoi. Qui ça ? Bon, après, JJ Redick, c'est un shooter all-time, mais il peut y avoir des systèmes peut-être qui vont être conservés pour des Tibules ou pour des Korkmaz, où les mecs ils vont devoir galoper derrière les screens et mettre ne serait-ce que 37-38% de leurs 3 points, quoi. Oui, ça sera déjà super. Ah bah ce serait juste, c'est justement à mon avis pour ça qu'ils ont pris Tibul et pas Jean-Michel 2m13. Donc pour moi tu as quand même perdu la qualité de shoot de Redick et la qualité création voire de shoot et de clutchitude de Jimmy Butler. Ouais. Donc je trouve que évidemment ils ont gagné dans d'autres trucs, mais je vois ce que pour tu veux moi dire. C'est plus fort que l'année dernière défensivement. Pour moi, l'arrivée d'Alorford et l'arrivée de Jerich défensivement, c'est chaud. C'est trop chaud. Parce que ok, t'as perdu Butler, mais t'as rajouté 2 bons mecs en défense, quoi. Jerich, ceux qui l'ont pas vu, c'est quand même un beau bébé qui se bat. Et en plus, le mec, il a appris avec Spoelstra. Donc autant vous dire que voilà. Et Orford, il est connu pour ça depuis qu'il est né, l'autre. Donc normal. Mais vraiment, sincèrement, en termes de globalité, d'équilibre, oui, je trouve que ça peut manquer un peu de shooting. Après... c'est des trucs variables, ça se trouve, Tobias Harris et Jason Richardson et Josh Richardson et Tobias Harris et Horford vont nous faire des putains de saisons à 3 points et puis tout va bien en fait. Hein. Ouais, je pense mais c'est pas gravé dans le marbre. C'est ça que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et ce sera justement tout sur Brett Brown. Il faudra qu'il fasse ses bonnes rotations pour que quand il y ait le 5 où tout le monde se repose et alors Ford il défonce les adversaires avec des brebis parce qu'il met trop de ciment, trop de glu dans n'importe quel 5 dans lequel il est. Il faudra que lui il mette ses shoots et qu'il pose les gros écrans comme il sait faire, quoi. Voilà. Très clairement. On est d'accord. Dites-nous ce que vous pensez justement de ce 5 majeur des Sixers et notamment la grande question sur ce type de 5, est-ce qu'on n'est pas sur le meilleur ? Nous on va devoir se poser une grosse question. Allez, the question. C'est l'heure de la question de la mort. La question. The question of the death. Nous sommes à Philadelphie, il y a une grosse question à se poser, plein évidemment, mais on va se pencher sur le coach des Sixers. Alex, c'est quoi la question de la mort cette saison ? Doit-on avoir peur pour Brett Brown ou de Brett Brown ? Vas-y, répète pour ceux qui n'ont pas compris. Doit-on avoir peur pour Brett Brown, c'est-à-dire pour lui, peut-être qu'il pourrait lui arriver des choses pas cool, ou de Brett Brown, c'est-à-dire de lui, quoi, qui pourrait faire lui des choses pas cool. Je te tends tout de suite la perche. Quand on part sur le de Brett Brown, et qu'on a fait le coup d'œil dans le rétro, pour toi, quand on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, y a pas... qu'est-ce qu'il y a à redire sur le taf de Brett Brown ? Est-ce que c'est une défaite notamment où, en effet, tu as de l'amertume pour eux
parce que tu perds sur un shoot absolument historique et que peut-être que le script serait différent si la balle ricoche et que Philly passe après ou en prolongation, ou est-ce que il y avait déjà des réticences par rapport au taf de Brett Brown et ce qu'il pouvait proposer au niveau de ses rotations? C'est toujours difficile de pas juger un coach quand il perd comme ça dans une série de playoffs. Tu peux toujours te dire, tu me parlais tout à l'heure du Game 4, on peut toujours se dire, c'est le jeu des sport co, ah mais comment il a préparé son équipe, Brett Brown. Game 1 contre mais comment Vincent Collet a préparé son équipe avant la demi-finale contre l'Argentine. Ah mais Popovic, en fait c'est pas un si bon coach que ça, t'as vu, il a pas réussi, gna 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 gna. Tu vois, genre, on peut toujours remettre en question le niveau de préparation tactique, mentale d'un coach vis-à-vis de joueurs quand tu viens de perdre. Oui. Moi, dans l'ensemble, j'aurais plutôt tendance à dire que je trouve que Brett Brown a fait des bons playoffs, perso. Je trouve qu'il a trouvé des bonnes choses, le fait d'avoir pas hésité une seule seconde à faire de Butler ton deuxième ball handler, la façon dont il a géré ce Embiid pas du tout à 100% et tout. Moi, j'ai trouvé ça pas inintéressant. James Ennis, c'est lui, c'est Brett Brown qui lui donne sa chance. Tu vois, donc il y a des bonnes choses. Donc moi, personnellement, moi, j'ai pas peur de Brett Brown. Moi, j'ai peur pour Brett Brown, par contre. Je te le dis clairement, moi, j'ai peur pour Brett Brown. D'accord. Ouais, parce que si ça mord pas, là, si ça mord pas, que ça accroche pas, et qu'il y a le moindre accro, là, une sale série, il peut dégager. Bien sûr. C'est tout à fait possible. Alors, ce qui a été intéressant pour aller dans la continuité de ce que tu disais, c'est que on a vu le shoot de Kawhi rentrer. Et on a vu les réactions des joueurs des Sixers dès la sortie de ces playoffs. Et de Embiid à Ben Simmons, si je dis pas de bêtises, les fans des Sixers vont me corriger, mais je crois qu'ils ont été à l'unanimité sur « Non, on veut continuer avec lui ». Il y a eu beaucoup de messages de soutien envers Brett Brown, parce que certains sentaient qu'ils étaient à ça, en effet, de passer en finale de conférence. Et Embiid, je crois, a été dithyrambique concernant Brett Brown. Il veut continuer avec ce gars avec qui il a connu quand même les bas-fonds. Je pense qu'il a eu les bons messages. Il y a eu les bons messages, on est d'accord. Je pense qu'ils y ont cru. Ils ont cru qu'ils pouvaient fumer les Raptors et ils sont pas passés loin. Et s'ils avaient fumé les Raptors, on se poserait pas cette question. Je suis d'accord. C'est ça en fait le truc. Maintenant, je t'avoue que j'ai un petit peu peur de Brett Brown et pour Brett Brown. Mais peut-être un peu moins pour Brett Brown en fait. C'est-à-dire que je pense que la saison, on va faire le pronostic après. Moi, j'ai plus peur pour Brett Brown. Ouais. Moi, j'ai un peu peur de Brett Brown parce que il y a beaucoup de bouches à nourrir. On a vu déjà ce que ça avait donné avec Jimmy Butler. Il y a eu des moments très bien, mais aussi des moments un peu badants. On regardait un peu les Sixers et on se disait tiens, là c'est vraiment top. Mais il n'y avait pas ce niveau, je trouve, de régularité dans l'effort et dans le type de jeu. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs matchs parfois où c'était très bien, et puis ensuite un ou deux matchs ou 2 ou 3 quarts-temps isolé où tu vois le groupe décrocher. Et je dis pas qu'il faut que tu sois à la perfection tout le temps. On est en NBA, il y a des défauts évidemment. 82 matchs de régulière. Exactement. Mais là, le message qui est envoyé par Elton Brand, il est clair cet été. S'il y a un gars qui doit sauter sur les 6 prochains mois, c'est Brett Brown. Donc t'as plutôt peur pour Brett Brown. Non, parce qu'en soi, le message il est mis clairement par Elton Brand, mais moi j'ai peur en fait que Brett Brown, avec ce qui lui a été mis sur la table, il n'arrive pas à faire ça. Il n'arrive pas à faire le travail qu'il faut, tu vois. Le travail en régulière, je pense qu'il va être fait. Mais j'ai un petit peu de doute sur ce qui va être proposé par la suite sur les playoffs. Moi, je le trouve bon, Brett Brown. Moi, je le trouve bon. Je trouve que... Dans la reconstruction, il a été exceptionnel. Ouais, et puis là, même là, depuis qu'il a des bons joueurs, je trouve qu'il progresse, les Sixers. Oui, bien sûr. Mais il faut passer le cap. Ouais, mais l'année dernière, ils ont perdu en 7 contre Kawhi Leonard et ses Raptors. Un shoot de malade. Ça peut arriver à plein de coachs, ça. Ça peut arriver à plein de coachs. Bien sûr. Donc, non, moi, sincèrement, j'ai pas peur de Brett Brown. Moi, j'ai peur pour lui, par contre. Je pense que si jamais ça se passe pas comme il veut, qu'il réussit pas, comme tu dis, ce qu'il veut et tout, je pense que c'est surtout lui qui peut tout de suite sauter. Donc, c'est quoi le palier qu'il faut minimum pour que Brett Brown passe l'année au show ? Lui, il a été très clair en médias d'air. Juste, il a annoncé, pour ceux qui l'ont vu, lui, il a dit, je veux la première place à l'Est. Ouais, pour moi, ils peuvent pas être en dessous de deuxième. Si jamais ils sont pas premiers, ils peuvent pas être en dessous de deuxième, par exemple. Tu vois, après, faut voir les circonstances. Tu sais, des fois, t'as des objectifs, tu veux être premier, et en fait, tu finis deuxième, mais ça va. Ah, mais je crois qu'ils ont pas le time.
Ils ont pas le time, Philly. Eh ben écoute, si les Sixers finissent deuxième de l'Est et qu'ils ont envie de virer Brett Brown pour ça, bah ils le feront, puis c'est tout. C'est pour ça que je te dis j'ai peur pour lui, mais Donc moi pour l'instant, je pars du principe qu'il est tout à fait capable de driver cette équipe des Sixers vers le succès. Est-ce qu'il va y arriver ? On va voir. Et puis ça dépendra peut-être pas que de lui. Hein. Il y a quand même des joueurs injury prone là dans le tas. Hein. Non, bien sûr. Hein. Et encore... Donc tu vois, il y a plein de paramètres. Hein, bien sûr. Et encore une fois, moi quand je dis par exemple que j'ai peur de Brett Brown, je dis pas qu'il faut, qu'on soit d'accord, je suis pas en train de dire qu'il faut le virer, parce qu'en plus il faut trouver quelqu'un d'autre. Et je vois personne là actuellement qui soit aussi bon que lui pour faire le taf. Je me demande juste s'il est capable d'atteindre ce next step, que s'il se retrouve sur une série face à un autre coach où il faut faire ses ajustements. Il y a eu vraiment des situations où je me suis dit, Nick Nurse a vraiment fait, après Nick Nurse a fait un taf dingue sur les playoffs 2019, mais il y a des moments où j'ai trouvé Brett Brown vraiment troublant. Il a battu 4-3 au buzzer beater, quoi. Il n'a pas out-coaché, hein. Moi je trouve pas. Non mais tout à fait, j'ai eu juste le sentiment parfois que c'était un peu ric-rac. Moi je l'ai pas eu ce sentiment, mais ok. Écoute, très bien, j'entends. Hein. Moi, j'ai pas eu ce sentiment. Donc, on a dit il faut qu'il soit minimum top 2 de la conférence Est. Tout autre résultat de régulière est inconcevable. Et puis après, il va falloir aller en finale de conf minimum, voire finale NBA. Quoi. Et après, il faut aller en finale de conf. On n'est pas là, on est au mois d'octobre. Tout à fait. On n'est pas là, mais oui, clairement, faut. En tout cas, sur le bureau, c'est marqué. Hein. Sur le bureau de Brett Brown, il y a marqué. J'ai envie de te dire. Si t'es quatrième et que tu fais les finales NBA, c'est ça, tu vois, si t'es troisième avec un bilan dans les 50 wins, mais qu'il y a deux équipes devant toi qui ont fait des putains de régulières, mais par contre tu les tapes en playoff et tu vas en finale NBA. Évidemment, c'est le chemin idéal. Je pense pas que Brett Brown va se faire virer, ou alors il se sera fait virer avant, tu vois, mais je suis même pas sûr de ça. Non, mais je suis d'accord. À partir du moment où juste tu vas en finale NBA, les Sixers, limite, on s'en va les couilles, c'était fait 1, 2, 3 ou 4. Après, les stats sont là, les probabilités sont là. Hein. Si t'es pas dans le top 3 de ta conf, la finale NBA, tu la vois rarement. De jouer en juin. Et mettre aussi en place une vraie bonne hiérarchie offensive, on en a parlé dans la section précédente, voir comment lui il peut tout mettre en place pour que chacun puisse s'y retrouver. Parce que là, j'aime bien en effet ce qui se passe du point de vue d'Elton Brand et ce qu'il propose à son coach. Mais une des questions notamment qui refait surface là avant que la saison démarre, c'est comment est-ce que tu organises ton équipe en fin de match. Tout à fait. Maintenant que tu n'as plus de Jimmy Butler. Exactement. Et là, est-ce que tu as un post-up dominant comme Joel Embiid? Comment va faire Brett Brown pour s'assurer que dans ces situations-là, il fait pas dans la couche? Là, Brett Brown va pouvoir être jugé. Là j'ai peur de Brett Brown. Là où l'année dernière, effectivement, il faisait des systèmes un peu pour Butler qui fonctionnaient bien parce que Butler est très très clutch et a une qualité à prendre une capacité à prendre la bonne décision qui est quand même vachement importante, où tu as moins besoin de forcément lui mettre tout un système en place. Là, il va être un peu plus jugé sur ouais, c'est clair que si y a une possession très importante dans le money time et qu'on se retrouve avec Ben Simmons qui prend un 3 un peu foirax, ouais, là on va gueuler ou qui peine tête baissée, ouais. Ouais, après faut voir les circonstances de l'action, mais dans l'ensemble, oui, on va se retourner vers Brett Brown, ça c'est clair, on va faire attends gros. Il y a Horford tout seul ou Embiid au poste, que c'est que ce bordel, tu vois? C'est ça. Ça c'est sûr. Mais moi j'ai déjà vu Brett Brown dessiner des systèmes tout à fait honorables. Hein. Oui, bien sûr. Donc, mais je dis pas qu'il est incapable. Je dis pas que c'est un dieu, hein, moi, par contre. Hein. Je dis juste, bon, jusqu'à maintenant, je suis pas sûr qu'on ait vraiment de raison d'avoir peur de lui. Là, par contre, cette saison, on va pouvoir le juger très très fort. Il va falloir, parce que justement sur cette question de fin de match, en tout cas ce qui se dessine pas mal, c'est Joel Embiid, évidemment, hein, qui va être au centre de discussion, mais vu qu'on est dans une ère NBA où les joueurs post-up qui ont la balle, c'est pas forcément idéal, beaucoup de Tobias Harris aussi, hein, qui va être jugé. Quand tu vois Tobias Harris, le contrat qu'il prend... C'est pas pour rien non plus, hein. Si tout va être lié aussi à Brett Brown, si Tobias Harris prend ce contrat-là mais qui fait pas sa saison, on en voudra à Tobias, mais Tobias aussi va être le premier à parfois mentionner je m'y retrouve pas en fait dans l'effectif. Quel équilibre il va nous trouver aussi tout au long de la saison, parce que là nous on a fait un 5 majeur, on a tout de suite dit le 5 majeur, il y a un gros niveau d'écart avec les remplaçants. Quel équilibre il va nous trouver dans ses rotations? Ça va être vachement important. Moi j'ai vu Greg Monroe sur un parquet en 2019, ça m'a trop fait... N'empêche que sur certains matchs c'était pas si con. Après sur d'autres fois c'était l'enfer. Mais tu vois, c'est toute la difficulté de coacher dans la NBA actuelle. Bien sûr. C'est que
tu peux faire un bon choix un soir qui soit un très mauvais choix pendant les 30 matchs suivants. Bien sûr. Et donc ça, c'est un équilibre permanent à trouver. Et là, on va pouvoir juger Brett Brown parce que là, il va avoir beaucoup de choix à faire. Bien sûr. Mais de toute façon, autant être honnête, quand je parle de Greg Monroe, il y a eu aussi des fois où il a testé Boban sur le terrain, il a vu que ça marchait pas, et là, il s'est ajusté. Il l'a enlevé en 1 minute. Direct, il l'a parmi du terrain. Parmi du match, pardon. Monsieur Brett Brown sera sur... pas sur le bûcher, on va dire qu'il va être jugé cette année. Dites-nous ce que vous pensez justement du coach des Sixers qui va être au cœur de toutes les discussions sur les prochains mois. C'est lui qui doit mener notamment cette équipe de Philly avec ses franchise players vers le titre. Les ambitions, elles sont marquées. Notez, clairement, Philly ne joue pas juste pour fin avril. Non, clairement pas. Mais par contre, jusqu'à fin avril, il y a un joueur qu'on va surveiller de près. The Gerrard, The Golden. T'es chaud ? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. La passe à Alex, backflip. Et ça c'est propre. Normal. Et ça c'est de bonne augure pour nos amis les Sixers. Nous sommes au Wells Fargo Centre. Il y a peut-être Allen Iverson avec une bouteille de tequila au premier rang. Je lui servis de temps en temps. Peut-être lui avec de l'eau potable. Obligé de rendre hommage à AI, The Answer. Et il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les Sixers. Lequel c'est chez vous ? Lequel c'est chez toi, Alex ? Tobias Harris. Cette année, Tobias... Bon, après, Ben Simmons, je regarde de très près. Les débuts de Josh Richardson dans cette équipe, ça va intéresser. Alors, Ford, bref, voilà, je ne vais pas faire de détails, mais même les petits rookies, là, m'intéressent. Bref. Mais je vais prendre Tobias Harris en Gérard d'or cette année pour plusieurs raisons. La première, c'est il est passé à quoi ? À pas grand-chose d'être All-Star l'année dernière. Ouais. Et là, il a un contrat de mec qui est All-Star. Sur le papier. Sauf que dans sa team, il y a déjà Ben Simmons et Joel Embiid qui, eux, ont été All-Star l'année dernière. Et à mon avis, dans sa tête, si tu lui demandes Ben Simmons ou si tu lui demandes à Joel Embiid, le mec te répond « Mais moi, je suis All-Star pour les 10 prochaines années, en fait. » Je t'explique. Et ça va être difficile à aller contre. On est d'accord. Et donc, du coup... En attendant, notre ami Tobias, il a quand même pris 170 patates sur 5 ans, ou un truc 180 patates sur 5 ans. Et donc, à ce prix-là, et vu l'expérience qu'il a, vu le background qu'il a, et vu qu'il n'est pas passé loin d'être All-Star, qu'est-ce qu'on attend vraiment de lui, en fait ? Et là où je vais être vachement intéressé, c'est pour ça que je le prends Gérard d'or, parce qu'on a parlé, là, on a pas mal débattu. Donc, t'as cité Tobias parmi les mecs qui sont capables de shooter, d'en rentrer à distance. C'est clair. L'année dernière, notamment, on a vu un Tobias Harris qui rigolait quasi en 50-40. Pas du tout de loin. Quoi. Et là où je vais attendre Tobias Harris en mode step-up, j'aimerais bien le voir capable d'amener encore plus de all-around dans son jeu. C'est-à-dire que si c'était lui, un des bons ball handlers derrière Ben Simmons à terme. Pour lui comme pour les autres. Hein ? Pour lui comme pour les autres. Ouais. Tu vois ? Parce qu'il a un côté très bon, j'ai la balle, let's go quoi. Ouais, il est capable, mais moi j'aimerais bien par exemple qu'il soit capable de la lâcher dans les corners un peu plus. C'est ça ce que je disais, il a la balle, tu vois. Voilà, un peu plus point forward. Ouais. Un petit peu plus. J'aimerais bien voir si Tobias Harris est capable d'évoluer vers un petit peu plus de point forward dans son jeu, tout en gardant sa capacité à scorer 17, 18 points. Combien on l'attend, Tobias Harris ? Ah ouais, on l'attend dans ces eaux-là, quoi. 17, 18 points par match. Donc, du coup, je trouve qu'il a un rôle... Il a un vrai... Ben Simmons et Joel Embiid sont les stars de cette équipe. Sont les leaders, l'un balle en main, l'autre balle en main aussi, mais plutôt en mode intérieur. Josh Richardson, on va voir ce qu'il propose. Alors Ford, on sait ce qu'il va proposer. On le sait, parce qu'alors Ford ne va pas changer de registre parce qu'il arrive aux Sixers. Non, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Tobias Harris, lui, par contre, est pour moi l'espèce de point d'équilibre, l'espèce de pierre angulaire, le mec qui, quand il fait un bon match, en gros, quand il fait un bon match, Tobias Harris, pour moi, ils sont injouables. Factor X, c'est ça. Ils sont complètement injouables. Et quand il fait un mauvais match, au shoot notamment, il faudrait qu'il arrive à contribuer dans d'autres trucs. C'est-à-dire que le Tobias Harris à 3 sur 14, ça va me saouler. Mais si en plus il n'y a que 3 rebonds et 2 passes, là je trouve ça super relou. Et 2 lancers. Voilà. Donc je veux bien qu'il travaille un peu sur ce côté. Je fais un peu de tout et je pèse, même quand ça rentre pas. Fin de match, fin des closers, fin des 2 closers avec Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Le contrat qui va avec. Il va falloir qu'en fin de match il sorte du lot, ouais. Je pense, l'ami Tobias. Parce qu'il ait fait le boulot avant. Ouais. Pour se mettre dans Donc il ait fait le boulot avant. C'est ça, qu'il ait fait le boulot avant. En effet, Tobias, il va falloir qu'il enseigne ça. Je suis bien d'accord sur cet aspect All-Star. Je vais partir sur monsieur Joel Embiid. Bon, déjà, c'est le Gérard de la terre entière pour la saison à venir, si on se penche sur les Sixers, parce que
Il y a ce qu'il fait sur le terrain, il y a les célébrations, les déclarations, le trash talking. Pour tout ça, oui, je vais suivre Joel Embiid. Mais pour une chose de plus, je vais choisir Joel cette saison, c'est que c'est mon candidat MVP pour la saison 2019-2020. C'est le garçon pour qui je voterai, en tout cas en tant que pronostiqueur, là sur la saison à venir. C'est sa 4e saison NBA là, qui va débarquer. On est passé de 31 à 63-64 matchs. Il l'a dit lui-même, il essaye quand même d'éviter ces vingtaines de matchs en moins. Il aimerait bien se rapprocher gentiment de 70 matchs joués. Il le sait aussi dans son dossier de MVP, ça va jouer. Il y a eu beaucoup de blabla. J'aimerais être défenseur de l'année, j'aimerais être MVP. Bon, maintenant on y est. Il a installé sa marque en NBA. Il a roulé sur des gens. Il a installé en effet des HLM comme on a dit, mais il y a eu aussi encore des moments, comme on a parlé dans les previews de la dernière, où Joel, il reste un peu cet enfant qui fait parfois des petites bêtises pour s'amuser. Et là, j'aimerais qu'en fait, il y ait ce côté complètement nasty et inarrêtable qui soit là au quotidien. C'est-à-dire qu'il défende comme un damné, mais qu'en même temps, il ait cette dalle de franchise player, leader d'une franchise qui joue en juin, où en fait, tous les soirs, je me pointe et je marche à la concu. Je dis pas qu'il le fait pas. 90% du temps, Joel est motivé. Mais parfois aussi, il voit comment ça se passe autour de lui et puis il traîne les pattes. Un vrai killer, c'est ce qu'on a vu avec Giannis l'année dernière. Tous les soirs, ça vient à ta gorge. Plus dans le leadership alors ? Dans le leadership. Parce que les stats, il a déjà les stats d'un MVP l'année dernière, potentiellement parlant. Je pense qu'il peut faire encore plus ailleurs. Oui, c'est possible ça, mais tu es d'accord avec moi genre, non, mais il est en quoi ? Il est en 27-13, on a dit tout à l'heure. Ouais, je vais regarder, mais ouais, c'est ça. Il a déjà des stats. Il a 27 points et demi, 11 rebonds, 14 rebonds. Ah, 14 rebonds, voilà. Quasiment 4 passes et 2 contres. C'est des stats de MVP, ça. C'est des stats, il peut refaire la même, ça me va très bien. Donc moi, c'est pas la production statistique, ouais. C'est plus, ok. On fera la preview de Milwaukee, on a fait la preview des équipes de l'Est. Si tu es le leader de cette équipe de Philadelphie qui vise les finales NBA, ça passe par ton leader. Et donc, c'est quelque chose que tu ne démarres pas mi-avril, c'est quelque chose que tu démarres fin octobre. Ça c'est clair, par contre. Donc, je vais l'attendre tous les soirs, Joël. Attention à la saison que Monsieur Embiid peut nous offrir. Je crois que ça peut être extrêmement sale. Putain, lui dans la conférence Est là, actuelle... Voilà pour les Gérards, et évidemment, comme l'a dit Alex, il y en a plein d'autres des joueurs qu'on va suivre. Que ce soit jeune ou vieux. Nous, on va devoir terminer avec la dernière section. Ah ouais, le pronostic. Avec un cas. Comme Kobe. Comme Kobe. Ah oui, bien Kobe, sûr. ma foi. Bah, bien sûr. Eh bien, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Le pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Vous pouvez jouer aussi, mais avant ça... la cote du champion. Elle est à 9. Tu lui mets ton billet de 100 ou pas ? Faut être un peu joueur, quoi. Ouais. Parce que le billet de 5, bon, c'est drôle. Non, ça c'est pas drôle. Tu le mets ou tu le mets pas ? Vas-y, les gens, ils attendent ta réponse, là. Hein. Moi, je le mets pas, moi. Moi, je vais mettre 100 balles sur les Sixers. Ok, d'accord. Screen à l'appui. Bah, on attendra le screen. Screen à l'appui, ok ? On attend que la preview, elle tombe, je le fais et comme ça, on est bon. Marche. Et tu le fais aussi, toi, sur les previews qui restent, hein. Bah, ça dépend, je vais voir si j'ai un petit favori. Mais ouais, l'autre, il me fait claquer 100 boules, et l'autre, après, il plie les gaules. T'as intérêt plutôt à mettre 100 balles, et il reste 3-4 jours, hein, donc choisis bien ta C'est team. une cote pour le titre, hein. C'est pas Tout à fait. régulière, hein. C'est Tout le à fait. champion NBA. Ouais. Ok. D'accord. Ouais, je veux bien mettre, vas-y, je mets ça. Pourquoi pas. En tout cas, à 9, c'est... Je trouve que c'est une cote qui a du sens. Ouais. Genre, ils sont peut-être pas le gros favori. Il y a des cotes qui vont être un peu meilleures et je peux les comprendre. Je les vois potentiellement sortir de l'Est. Mais ils peuvent sortir de l'Est et après, une fois que t'es en finale, voilà. C'est clair, il y a de la star et tout. Ah, vas-y, je suis chaud. Oh, et puis merde, la vie est une fête. Je vous enverrai le screen, vous aurez le droit, évidemment, sur les réseaux sociaux. Alex, est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt. 24 secondes pour nous résumer ton pronostic de la future saison des Sixers. Attention, 3, 2, 1, Eric Snow. 55 wins. Je les mets pas premiers de l'Est, je les mets deuxième de l'Est. 55 wins, c'est quand même 4 de plus, si je dis pas de bêtises, que la saison dernière. Je pense que les Sixers peuvent avoir la meilleure défense de la ligue ou pas loin. C'est tout à fait envisageable, parce qu'ils peuvent jouer lentement et avec des gros défenseurs. Je pense par contre qu'en attaque, il y aura peut-être des soirs où la machine peut s'enrayer, et donc je ne leur mets que 55 wins, mais c'est déjà beaucoup. Deuxième de l'Est. Deuxième, ouais, c'est ça. Très bien.
Eh bien écoute, on va voir ce que ça va donner. 3, 2, 1, top. 60 victoires pour les Sixers. On tape le 6-0 et l'Est sera place de numéro 1 pour Philadelphie. Brett Brown l'a annoncé, Joel Embiid l'a annoncé. Comme tu l'as dit, défensivement, ils vont être absolument imblairables. Je pense qu'en attaque, il y a eu déjà des prémices, ils peuvent galoper, ça peut jouer post-up sur des joueurs vraiment physiquement imposants. Il y a l'alliage pour moi parfait d'expérience, de détermination et en plus ce qui s'est passé en sortie de Game 7. À mon avis, ça va rester dans la tête de ces mecs-là qui vont se dire putain les gars, là on a encore le shoot de Kawhi qui reste dans la tête, on y va à fond la caisse et on va finir premier de la conférence Est. Ça peut leur servir de motivation, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord là-dessus. Du coup, on va se faire le petit over-under. 53,5. 53, donc moi j'ai clairement fumé moi, la pipe. je suis dans le truc, et toi t'es dans le par banc. contre t'es bien over. Moi je suis bon over. Ouais, bon gros over là. Ouais. Mais bon, après, 53. les pronostics c'est fait pour être défié. Hein. J'y vais, là. Les cotes aussi. J'y vais en courant là. 53. 53,5. Moi aussi je suis d'accord. Donc c'est ils un over. attendent. Ah ouais, c'est un over. C'est un over, C'est un je suis over. d'accord. Let's go. Je suis d'accord. Dites-nous si vous pensez que ça va être over ou peut-être under, on sait jamais, hein, peut-être que tout ce talent ne va pas marcher ensemble. Nous on va se montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau made by Lions est donc dans le haut de la conférence Est. Tintintin. Moi j'ai mis moins. Ça commence à se... Hein, on commence à y voir un peu plus clair ou c'est moi? J'ai aucune idée de qui tu vas mettre. Combien d'équipes il reste à jouer à l'Est? À faire les previews? Il en reste qu'une, dis donc. Merde. Tu vois pas du tout qui va où. Dis donc. Dites-nous dans tous les cas déjà vous, et on en parlera dans une autre preview que vous avez peut-être deviné, qui vous voyez justement tout en haut de la conférence Est. Alex, on va finir avec un classique. Est-ce que tu as ton indice? Oui, bien sûr. L'indice c'est Booba.